Nous sommes avec Maître Juan Branco, qu'on ne présente plus. Maître Juan Branco est aujourd'hui au cœur d'un dossier judiciaire au Sénégal qui engage pratiquement toute la nation et la République sénégalaise. Il s'agit du dossier du leader de PASTEF, M. Ousmane Sonko, et le régime du président Macky Sall. Tout d'abord, Maître, j'aurais bien aimé que vous expliquiez aux Sénégalais pourquoi vous avez décidé de vous engager dans ce dossier. Bonjour et merci de votre invitation. C'est un moment important pour moi parce que c'est la première fois que j'ai l'opportunité de m'adresser au peuple sénégalais depuis mon enlèvement en Mauritanie et mon arrestation puis mon expulsion. Et parce que la situation de M. Sonko, mais également de très nombreux prisonniers politiques est particulièrement lourde et grave, et que le Sénégal se trouve à un tournant de son histoire. C'est donc un moment où il faut à la fois mesurer ces mots et prendre conscience des conséquences qu'ils peuvent avoir. J'ai eu le privilège choisi par Ousmane Sonko pour porter sa parole et tenter de le représenter au mieux, en particulier dans des circonstances comme celle-ci. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre voyage au Sénégal? On a beaucoup épilogué sur comment vous êtes entré au Sénégal, et après par la suite, vous avez été arrêté, mis sous contrôle judiciaire, finalement expulsé. Est-ce que vous pouvez exactement expliquer aux Sénégalais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ouais, ce qui me semble important d'abord, c'est de rappeler que nous sommes dans une situation où un candidat aux élections, Ousmane Sonko, favori probablement de ces élections, est détenu et placé dans des conditions particulièrement atroces, et que mon arrestation et un certain nombre d'autres personnes n'avaient pour objectif que de l'étouffer, de l'éteindre et de le rendre au silence. Nous sommes des dégâts collatéraux et nous ne sommes visés que parce que nous tentons de défendre cet homme. Ça, c'est un point qui me semble essentiel. Ensuite, rappeler que la lutte d'Ousmane Sonko est avant tout fondée sur un panafricanisme extraordinaire, et c'est pour ça que je suis venu à lui pour répondre à votre première question. Défendre sa voix, c'est défendre la possibilité pour des personnes en France de se battre. C'est très important de prendre conscience de cela. L'exemple qui a été donné par de très nombreux Sénégalais ces dernières années, leur esprit de sacrifice et leur capacité à tenir debout face à l'oppression et aux mesures particulièrement violentes qui ont été prises contre eux, y compris parfois en donnant de leur vie, c'est un exemple extraordinaire qui, s'il venait à s'éteindre, enverrait un message désespérant pour tous les peuples qui se battent pour leur souveraineté et leur liberté. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que mon engagement a pris corps auprès d'Ousmane Sonko. Et c'est pour cela que j'ai pris le risque de me rendre à Dakar pour le défendre au moment où il était placé en garde à vue puis en détention provisoire, que j'ai participé à cette conférence de presse, qu'on m'a empêché de le défendre devant les tribunaux en me menaçant d'arrestation, que l'on a procédé à perquisition à Touba, au domicile de mon client, ainsi de suite, et que j'ai dû partir pour me rendre en Mauritanie où, à Nouakchott, j'ai été détenu, ou plutôt enlevé par des services de la sécurité nationale, donc les services secrets du régime mauritanien, puis livré à des individus sénégalais et menotté en étant sur le territoire mauritanien, avant de me déposer du côté de la frontière sénégalaise et via des pick-up, comme on en connaît malheureusement trop aujourd'hui, de me donner aux agents de la BPI qu'à Saint-Louis, qui m'ont à leur tour amené à Dakar, où le processus judiciaire a repris ses droits et on a fait semblant de respecter mes droits, et où je me suis refusé à toute interaction avec les membres des forces de l'ordre, les agents de l'administration pénitentiaire ou encore des magistrats, si ce n'est pour dire une seule chose: seule la lutte libère. Ça me semblait important de le faire, comme il m'a semblé important de ne refuser de m'alimenter et de boire pendant ces jours où j'ai été enlevé, kidnappé, arrêté, puis placé en détention à Rebeuss, par solidarité envers tous ceux qui, depuis des mois, sont privés de leur liberté, parfois des années, et qui prennent des risques vitaux pour défendre leurs idées. Et c'est donc à égalité, avec cette humilité et sincérité, que j'ai souhaité montrer que nous n'avions pas peur, que nous demeurions en lutte,
et que l'ensemble des procédures et des manœuvres qui sont mises en œuvre pour éteindre Ousmane Sonko ne prospérerait pas parce que à travers ce corps, encore une fois, se dressent des millions de corps qui ne vont pas se taire et qui ne vont pas s'éteindre. Alors, au niveau de Rebeuss, quand vous êtes sorti, pratiquement, vous avez dit que vous avez constaté l'horreur de la situation carcérale au niveau de Rebeuss. Est-ce que vous pouvez revenir sur comment vous avez vécu cette situation? L'horreur, c'est avant tout l'oubli, le silence, la mort qui s'éteint et qui s'étend progressivement et qui vous donne l'impression que votre sacrifice est vain. C'est cette inquiétude que j'ai notée chez beaucoup de prisonniers qui sont détenus dans des conditions inhumaines. Du fait de cette répression politique a pris une telle ampleur que les infrastructures pénitentiaires sénégalaises ne sont plus en mesure d'accueillir le nombre de prisonniers politiques qui y résident. Il y a, de façon estimative, à Rebeuss aujourd'hui à peu près 3000 prisonniers, alors que la prison est prévue pour 600. Et on estime à 600 ou 700 le nombre de prisonniers politiques dans cette seule prison, et bien au-delà des estimations même du PASTEF, à 1600 à 1800 sur l'ensemble du territoire sénégalais. Cela fait du régime sénégalais l'un des plus répressifs au monde, en fait, l'un de ceux où il y a le plus de prisonniers politiques à l'échelle de la planète. Il est très très rare d'atteindre un tel nombre de prisonniers politiques, y compris dans des cas de conflictualité. Et donc cette situation n'est pas tenable. Elle n'est pas tenable d'une part parce qu'elle est inhumaine, parce qu'entasser dans 70 mètres carrés 200 personnes qui ne peuvent même pas s'allonger, alors que ce sont des pères de famille, des personnes qui ont une fonction au sein de la société et qui ont été détenues du fait d'un post Facebook, du fait de charges qui peuvent être parfaitement absurdes. Ce n'est pas tenable, mais ce n'est pas tenable également tout simplement parce que le régime ne va pas avoir les moyens de durer contre son peuple pendant une si longue durée. S'il espère plonger le Sénégal dans une nuit noire, il se trompe. S'il espère pouvoir nous faire taire et nous intimider en procédant à l'arrestation d'avocats, de figures visibles du mouvement social, de personnes engagées pacifiquement pour le bien, pour la vérité, il n'y arrivera pas. Et c'est la raison du maintien de notre engagement. Nous n'avons pas peur, je le répète, y compris après ce que nous avons traversé. C'est plutôt, à mon avis, le régime qui s'est inquiété de la réaction particulièrement forte qui s'est encore répercutée aujourd'hui avec 48 barreaux du monde entier qui ont condamné mon arrestation, ainsi que celle de mon confrère Babacar Ndoye, qui s'ajoute à la pression diplomatique extraordinaire qu'a connue le régime sénégalais suite à mon arrestation. Monsieur Sall, non, quels appels il a reçus. Il a vu quels ministères de chancelleries occidentales se sont mobilisés. Il a vu la pression qui peu à peu montait sur lui suite à ce qui apparaissait comme un dérapage inacceptable. Et mon engagement, ma lutte, mon devoir, c'est que cette mobilisation ne s'en tienne pas là, qu'il ne s'agisse pas de la libération d'un blanc qui, du fait de sa nationalité privilégiée, puisse sortir des affres de l'enfer. J'ai pris une pirogue pour sortir du Sénégal, comme le font des milliers de Sénégalais chaque année qui fuient la misère et la répression politique. J'ai eu la chance, quant à moi, de pouvoir m'arrêter en Mauritanie en espérant que cela suffirait pour pouvoir ensuite rentrer chez moi en paix et retrouver cette paix à laquelle tous les Sénégalais peuvent et doivent aspirer et ont droit. Il y a un lien entre ces références symboliques et que ce soit peut-être pour la première fois de l'histoire un blanc qui doit prendre la pirogue pour fuir le Sénégal parce qu'il a fait le choix de défendre un homme, Ousmane Sonko, qui porte l'espoir, encore une fois, de millions de personnes, eh bien, si ça doit devenir un symbole d'un changement des temps, que ça le devienne. Qu'on se souvienne et qu'on se rappelle, un avocat est au service de ceux qu'il défend. Je suis au service d'Ousmane Sonko. Et là aussi, c'est un changement paradigmatique. Là aussi, il y a une rupture radicale avec les mythes des sorciers blancs et ainsi de suite. Ce que réussit à faire Ousmane Sonko et ce que, de façon plus générale, réussissent à faire tous les panafricanistes qui se battent pour la souveraineté des peuples, qui se battent contre les bourgeoisies, en l'occurrence celle de Dakar, qui vivent de l'accaparement et du pillage, qui empêchent la redistribution de ressources et l'investissement dans des infrastructures qui permettraient à leur peuple de s'émanciper, qui ne vivent que par le parallélisme avec les élites dirigeantes européennes, qui n'essayent que de les singer, qui n'ont aucune forme de création et de créativité contre ces élites domestiquées. Pour les membres d'un peuple, c'est un engagement qui fait miroir à celui que l'on tient en France, auprès des Gilets jaunes et à travers la planète, auprès des populations qui sont en position de lutte, qui tiennent droit et qui sont dans la dignité. C'est cela qui fait peur à Macky Sall et c'est cela qui fait peur à la France parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la France
qui est derrière ce qui m'est arrivé. Ne jamais oublier que c'est, avant M. Karim Diop, le ministère des Affaires étrangères français qui me dénonce au parquet de Paris pour me faire emprisonner. Parce qu'ils ont aussi peur de moi en France que le pouvoir sénégalais a peur d'Ousmane Sonko. Donc cette alliance, elle me semble fondamentale, elle me semble très significative, et je compte la tenir et jusqu'au bout avec les armes qui sont les nôtres, c'est-à-dire à main nue, avec la puissance de la parole, puisque ce sont que sur le fondement de parole que mon client et moi avons été poursuivis, puisqu'ils ont décidé de faire de mon destin le même que celui de mon client, puisque je suis poursuivi pour les mêmes faits, je suis encore sous contrôle judiciaire et je suis encore menacé de perpétuité, ce qui est un scandale. Eh bien, il a créé ce régime, et cet homme qui est à la tête du régime, une communauté de destin qui est particulièrement forte et qui sera invulnérable. Et je tiens à dire à tous ceux qui nous écoutent, qui sont dans des situations difficiles ou qui craignent de l'être, et qui de ce fait craignent de se mobiliser, de s'engager, craignent d'organiser ou de participer à des manifestations, craignent de dire ce qu'ils pensent sur les réseaux sociaux, craignent à un moment donné de prendre des actes pour marquer leur opposition à cette oppression politique, que nous sommes et nous resterons à leur côté, qui ne seront pas abandonnés, qui ne sont pas seuls et que nous continuerons à porter leur voix à l'extérieur pour nous assurer qu'à le moment venu, ils puissent être défendus et soutenus, y compris dans des situations de difficulté. Pour parler justement de votre client Ousmane Sonko, il observe pendant 22 jours une grève de la faim et que son état de santé est très préoccupant, mais il n'y a aucune réaction. Il est même admis au niveau du service de réanimation. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire quand même pour sauver sa vie? Nous sommes en train de lutter au quotidien avec mes confrères pour faire face à ce qui nous apparaît comme une injustice et une violence flagrante. Je me suis déplacé à Genève peu après mon arrestation pour rencontrer les membres du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et nous avons saisi un certain nombre de groupes de travail afin qu'ils puissent se prononcer le plus rapidement possible sur cette situation. Mais nous sommes dans une situation, et je tiens à le dire parce que cela fait écho au discours de M. Sonko, une situation où le destin des Sénégalais est et doit rester entre leurs mains. Nous pouvons amplifier cette lutte, mais si je suis venu à vous, si je suis venu à Ousmane Sonko, c'est parce que j'avais entendu cette lutte, et que cette lutte était portée par des corps et des esprits et des voix sénégalaises. Et c'est en admiration et en respect à cet esprit de sacrifice, à cet engagement, à cet espoir qui s'est élevé de Saint-Louis à Ziguinchor, que je me suis rendu au Sénégal et que j'ai pris ces risques-là pour leur rendre hommage. Les institutions internationales, vous le savez, font partie d'un système que l'on considère parfois comme néocolonial, mais qui en tout cas est principalement au service des dominants. Le travail que nous avons fait par exemple pour saisir la Cour pénale internationale, les 700 éléments de preuve que nous avons transmis sur les plus de 4500 que nous avions recueillis, les 170 pages où nous détaillons ligne à ligne les responsabilités ainsi que la nature des crimes qui ont été commis depuis mars 2021. Cette communication qui a fait si peur au pouvoir, de sorte que le mandat d'arrêt international qui était mis contre moi, elle a été dans la foulée immédiate de sa présentation à la CPI. Elle doit servir de base pour que, lorsque la transition démocratique interviendra au Sénégal, le peuple sénégalais lui-même puisse décider ou non de juger les personnes qu'il considérera responsables de l'atteinte à ses principes constitutionnels et démocratiques et de l'atteinte à son droit à l'autodétermination et de l'atteinte au corps citoyens sénégalais qui s'étaient mobilisés. Les institutions internationales sont des instruments pour donner un écho plus grand à cette lutte. Mais le politique, il est fait de corps qui s'engagent sur le territoire. C'est pour ça qu'il faut sortir du fétichisme qui consisterait à penser que la solution viendra de l'extérieur. La solution vient des entrailles de ce territoire, des entrailles d'Ousmane Sonko, qu'il refuse de nourrir justement pour marquer sa rupture par rapport au sort qu'il est en train de vivre, pour marquer son refus de l'oubli, et surtout pour appeler l'ensemble des Sénégalais à s'engager à ses côtés, et pour faire preuve du même esprit de sacrifice que lui-même est en train de montrer. C'est ce message, avant tout celui-ci. Le reste, nous, hommes de droit, en tant qu'avocats, nous ne pouvons que traduire cette volonté populaire. Nous ne pouvons que la codifier en des mots qui permettront à celle-ci d'être entendue et qui permettront à chacun de faire face à cette situation dans le respect de leurs droits fondamentaux. Mais ce n'est que dans le maintien du soutien le plus primordial, le plus charnel à cet homme qui, depuis 2016, se met en danger pour porter une vision alternative de la politique au Sénégal, qui aujourd'hui, il me semble, est le seul candidat qui réussit à prendre cet engagement de faire face à ce système d'exploitation de pillage qui s'est mis en place depuis des années à Dakar, plus largement au Sénégal.
ce n'est que à travers les corps des Sénégalais que son destin pourra être sauvé, et nous ne pourrons servir que de point d'appui à celui-ci. Sinon, car c'est bien ce à quoi on voit, on assiste, il y a deux hypothèses. Soit ils veulent le tuer et s'en débarrasser, et peut-être que le régime a atteint ce point de retour. Peut-être que le régime aujourd'hui considère que, au regard des atrocités qui ont déjà été commises, nous ne sommes plus à celle-ci près. Ou peut-être, pire encore, qu'ils essayent d'utiliser le droit, la capacité à le mettre en détention, à le faire traverser ces horreurs qui l'amènent aujourd'hui à être en réanimation, pour faire pression sur lui, pour lui faire chantage, pour le faire revenir à la raison, entre guillemets. C'est-à-dire l'amener à faire un compromis avec les classes dirigeantes de Dakar, l'amener à faire un compromis avec les classes dominantes en France, aux États-Unis, de sorte que le partage des richesses sénégalaises, qui s'est toujours mis en place entre une classe dominante privilégiée, de la corniche de Dakar jusqu'au Washington et Paris, et souvent d'ailleurs avec des propriétés qui sont utilisées avec l'argent public sénégalais dans le territoire français, bien que cette alliance, vous voyez, perdure, et que M. Sonko ne menace pas ses intérêts, que M. Sonko ne menace pas les accords qui ont été faits sur les ressources naturelles sénégalaises, que M. Sonko ne menace pas les pactes de corruption qui ont été mis en œuvre entre tant de candidats putatifs aux élections de février 2024, qu'il s'assure que le système sera préservé comme il l'est, tandis que les pêcheurs de Saint-Louis continueront à souffrir du chômage, tandis que la jeunesse de Dakar s'enfoncera dans la drogue, tandis que la Casamance continuera à s'enfoncer dans des conflits armés pour essayer de revendiquer son indépendance du fait de l'absence de considération qu'elle reçoit. Ce qu'ils espèrent, c'est qu'il accepte cela et que ce soit seulement à ces conditions-là qu'on lui laisse se présenter. Et si le peuple sénégalais souhaite s'assurer que M. Sonko reste pur, qu'il continue à porter sans équivoque ses seuls intérêts, eh bien, il faut qu'il soit à ses côtés, il faut qu'il extirpe de cette situation par tout moyen, avant qu'il réussisse soit à le faire plier, soit, comme je le crains, parce que je considère M. Sonko comme un homme intègre, qu'il finisse par le faire rompre et s'effondrer. Parce que M. Sonko, je pense, avant de plier et de négocier, préférera rompre et s'effondrer. Et c'est un avertissement qui vaut, et je me permets d'être un peu long, mais aussi pour les puissances internationales. M. Sonko est peut-être l'une des seules figures panafricanistes en position d'exercer un pouvoir aujourd'hui qui ne se soit compromis avec aucune puissance étrangère, ni évidemment avec la puissance coloniale passée de la France, ni avec d'autres puissances opportunistes qui cherchent à prendre leur place. Il est seulement aux côtés du peuple sénégalais. PASTEF s'est construit dans la modestie, avec peu de moyens, et seulement avec le soutien des Sénégalais. Et je trouve que les autorités sénégalaises, mais aussi les instances internationales, jouent un jeu dangereux, parce que, en le mettant dans cette position de marginalité, ils créent la tentation d'accords et d'alliances avec des puissances qui voudraient éteindre. Et j'espère qu'ils entendront cet avertissement et l'erreur funeste qu'ils sont en train de commettre. Alors, aujourd'hui, nous avons également vu que vous avez déposé un dossier au niveau de la CPI. Quel est l'état d'avancement de ce dossier? Écoutez, le procureur de la Cour pénale nationale a été élu en 2021. Et quelques mois après les 13 premiers morts de mars 2021, s'est rendu à Dakar pour sa première visite auprès d'un chef d'État, auprès de Macky Sall, et a posé en mouvement aux côtés de Macky Sall, sans dire un mot sur ces morts. Il s'agit lié au capital qu'a accumulé le Sénégal pendant des décennies auprès des instances internationales et des élites occidentales, qui le considéraient comme le bon élève de la démocratie. Vous voyez, en grande partie parce qu'il y avait une forme de stabilité qui permettait d'assurer la préservation d'un certain nombre d'intérêts et aussi des expatriations confortables. C'est pour ça qu'il y a tant d'organisations internationales qui sont sises à Dakar ou qui ont des bureaux à Dakar. Donc peut-être que s'appuyant sur cette longue histoire qui a fait que le Sénégal a été par exemple le premier pays à ratifier le statut de Rome, Karim Khan, le procureur de la CPI, n'a pas pris conscience du tournant qu'était en train de prendre le Sénégal. Il s'agirait aujourd'hui d'une erreur qui ne serait pas pardonnable cette fois, si, alors qu'on lui a transmis l'ensemble des éléments qui permettent de déterminer qu'il n'y a plus rien de démocratique aujourd'hui au Sénégal, que dès le moment que vous êtes dans un régime politique où vous avez jusqu'à 1600 à 1800 prisonniers politiques qui vivent dans des conditions inhumaines du fait de l'expression d'opinion, il n'est pas possible de considérer que ce système est démocratique. Dès le moment que vous avez des avocats, des journalistes qui sont arrêtés, détenus,
intimidé, menacé, n'est plus possible que vous êtes en démocratie. Lorsque vous avez, comme je l'ai vu à Robles, des corps qui sont marqués par la torture, qui ont des traces de balles, alors qu'il s'agit d'élus, de personnes qui sont engagées pour simplement la vérité des intérêts de leur peuple, il n'est plus possible de considérer que vous êtes en démocratie. Lorsque, comme je vois, des personnes que je ne connais même pas sont arrêtées parce qu'ils auraient aidé à mon séjour à Dakar, qui était parfaitement légal et légitime, parce qu'ils auraient rencontré un avocat dans l'exercice de ses fonctions, parce que le régime s'est senti humilié, qu'il cherche à le faire payer par impuissance à ses propres ressortissants, parce qu'il était incapable de le faire payer à un avocat étranger. On ne peut pas considérer qu'un système qui fonctionne sur le fait du prince de cette façon est une démocratie. Enfin, quand il y a des personnes qui commencent à prendre la route de l'exil, non seulement à cause des conditions économiques, mais aussi du fait des menaces à leurs droits fondamentaux, du fait de leur engagement, qu'il s'agit d'une démocratie. Et dans ces circonstances-là, alors que nous avons établi l'existence de crimes contre l'humanité commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique contre une population civile, il serait une faute impardonnable pour la Cour pénale internationale, qui a déjà fait montre par le passé d'une complaisance particulière envers le système international en ce qu'il a de plus discriminant à l'encontre des peuples africains, qui a montré une complaisance particulière envers des régimes qui sont pour le moins peu amis des droits humains. Eh bien, si elle continue sur ce chemin avec le Sénégal aujourd'hui, si en somme elle trahissait et elle plantait un couteau dans le dos du peuple sénégalais, eh bien, une faute morale fondamentale soit commise. Nous avons fait notre travail, nous avons recensé de façon détaillée, nous avons rendu public des informations qui permettaient de démontrer l'existence de ces crimes contre l'humanité, qui ont tant gêné qu'elles ont amené non seulement à l'édition de ce mandat d'arrêt international par les autorités sénégalaises, mais à une dénonciation du Quai d'Orsay, parce que nous révélions la vérité d'information, c'est-à-dire l'implication d'agents français dans la répression de ces manifestations. Ces éléments, et en particulier celui-là, l'identité du coopérant technique auprès du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, français, avait été au préalable révélé par un militant et journaliste, Hannibal Djim, qui est aujourd'hui au seuil de la mort, que j'ai rencontré à Rebeuss, qui a le mérite d'avoir trouvé cette information, dont il a été confirmé qu'elle était vraie par le Quai d'Orsay, puisque le Quai d'Orsay m'a dénoncé parce qu'il considérait qu'en révélant cette information à nouveau, je mettais en danger la vie de ce coopérant technique. Ce signalement d'ailleurs a fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet de Paris. Eh bien cet homme, aujourd'hui Hannibal Djim, je veux que son nom soit retenu aux côtés de tous ceux qui aujourd'hui sont engagés et qui souffrent dans leur chair de cet engagement, entre la vie et la mort, parce que le régime sénégalais, avec l'appui de la France, a décidé de l'écraser. La France doit prendre conscience de l'importance de la bascule qui a cours au Sénégal aujourd'hui, de la détestation qu'aura le peuple sénégalais à son encontre si elle continue sur ce chemin, et des risques très importants de déstabilisation de l'ensemble de la sous-région, qui continuera. La France a l'opportunité encore de montrer qu'elle se place du côté des peuples plutôt que des oligarchies. Mais c'est sa dernière fenêtre. Car si elle laisse mourir ces individus, si elle laisse mourir Ousmane Sonko, si elle laisse cette élection en février 2024 se tenir sans le candidat favori du peuple sénégalais, eh bien elle aura montré de façon irrémédiable qu'elle est contre les peuples et qu'en conséquence elle mérite la détestation qui est croissante s'abat sur ces éléments. En tant que Français, je m'inscris en faux et en lutte féroce contre cette politique-là, et j'espère qu'à travers notre action, nous permettons de renouer un peu cette estime qui, entre les peuples, a été atteinte par l'action de leurs dirigeants. Maître Juan Branco, je vous remercie. Merci à vous, et je souhaite encore une fois vous dire tout mon courage et mon estime à vous, et encore une fois à tous ceux qui se battent pour la vérité, pour le pluralisme et pour la démocratie, et leur rappeler que nous sommes à leur côté, que tout dépend d'eux, mais que nous ferons le nécessaire pour les accompagner. Merci beaucoup.